Bonjour à tous. Bienvenue au séminaire. Je vais passer la parole à Denis Chenevert pour présenter nos conférenciers. Je vous rappelle que c'est la même formule qu'à l'habitude, c'est-à-dire environ 40 minutes de présentation, mais on vous laisse une bonne période de questions et d'échanges à la fin où vous pourrez soit lever la main virtuellement ou écrire dans le clavardage pour qu'on puisse lire aux conférenciers vos interventions, vos questions. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon séminaire. Merci à tous de vous joindre à nous. Ce midi, on a je dirais la chance et l'honneur d'accueillir deux conférenciers qui ont eu une idée qui m'apparaît aujourd'hui importante à réfléchir sur l'avenir de notre système de santé. Je pense que le système dans sa position actuelle est insoutenable. Les données sont assez claires à cet effet-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, Peut-on revoir la façon de gérer un système de santé? Peut-on imaginer une façon différente de voir la santé et l'accès à la santé? Je pense qu'on est à la croisée des chemins. Si des décisions ne sont pas prises rapidement, j'entrevois des jours difficiles pour les Québécois et les Québécoises en matière d'accès aux soins de santé. Donc, Sacha Drobowski et Steve Homer, qui sont les deux fondateurs de la clinique A. Clinique que j'ai eu l'honneur de visiter il y a quelques temps, dans laquelle j'ai observé un certain nombre de paramètres intéressants. Le premier paramètre, c'est l'absence de statut entre les différents professionnels de la santé qui y travaillent. Je dirais, c'est le premier élément qui m'a frappé, moi qui étudie beaucoup les questions je dirais, d'ancrage professionnel, d'identité professionnelle. Et on pense que l'identité professionnelle doit venir avec un statut, ce qui m'apparaît complètement loufoque comme idée. Donc, je pense que les gens peuvent avoir un statut professionnel sans nécessairement avoir une démarcation de ce statut de façon délibérée. Donc, l'idée de ne pas présenter son statut m'apparaît un élément intéressant. J'ai trouvé l'endroit, je dirais, vibrant d'énergie. J'ai trouvé l'endroit intéressant. Et petite anecdote, on a testé live la vitesse de réaction de la clinique parce que l'une de nos conseillères a fait une chute de pression pendant la visite et on a vu en l'instant de quelques secondes tout le processus se déployer et prendre en charge la personne en question. Et donc, c'était vraiment un test qui n'a pas été prévu à l'avance et qui a démontré la vitesse de réaction des gens de la clinique. Et là-dessus, ben, félicitations pour votre réaction. Donc, je pense que ce qu'on va vous présenter ce midi mérite d'être analysé et d'être considéré dans l'avenir du système de santé. Et je vous enjoins à poser des questions après la conférence pour mieux comprendre le modèle en question. Donc, expérience patient comme moteur d'innovation managériale. Et donc, je cède la parole à nos deux conférenciers. Je les remercie encore de leur présence midi. Bonne conférence à tous. Merci Denis. C'est ça, mon nom c'est Sacha. Je suis un urgentologue pédiatrique et un des cofondateurs un centre d'urgence pédiatrique et soins spécialisés. Je suis ici avec Steve Homer, qui est aussi un cofondateur avec moi. Background, Steve est plus important, il est mon meilleur ami d'enfance que j'ai demandé de me suivre dans cette vision-là et de protéger que je ne pars pas ma maison. Mais plus important et comment il allait sauver ma maison, c'est Steve est un homme d'affaires, un MBA, une avocat et quelqu'un extrêmement Lean Six Sigma de ADN. Au départ, on est les deux très alignés dans nos valeurs et nos stratégies de managériales qu'on a avancées. Et nous deux, on voulait vraiment créer quelque chose ensemble avec Maher Barbarian et un de nos autres cofondateurs. Créer quelque chose de différent pour les patients et pour leur famille. Et c'est dans ça qu'on a lancé. Pour débuter, j'aimerais peut-être vous mentionner, assurer que tout le monde ici comprend c'est quoi le Centrap. Le Centrap, c'est un projet qui était conçu pour répondre à l'accès aux urgences pédiatriques et soins ambulatoires à proximité. On va commencer avec un petit peu qui nous sommes comme organisation. Notre mission, c'est vraiment de désengorger les hôpitaux
fournir l'accès à des soins d'urgence et ambulatoires pour les enfants, voulant dire 0-17 ans. Notre mission est d'être des mentors avec un milieu de formation multidisciplinaire, servir d'une solution complémentaire en soutien de la première ligne des cliniques GMF et aux services pédiatriques des hôpitaux, et d'intégrer activement au sein du système de santé public. On est une clinique, on est l'urgence du région pour les enfants et les patients nous accèdent avec le RAMQ, avec le carte soleil, sans aucun frais. Ça, c'est complètement public. On est ouvert 12 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours sans faute. Si votre enfant doit voir un médecin, mais il n'est pas nécessaire d'appeler une ambulance, appelez la solution. On a un plateau technique très élevé où on peut faire vraiment beaucoup de choses de A à Z, que ça soit tout problème ambulatoire, les blessures, les fractures angulées, les lacérations complexes, les crises d'asthme, l'oxygénothérapie, les traitements des infections importantes avec des solutés. On a un programme de soins spécialisés à proximité aussi en évolution où on fait des prises en charge de blessures complexes, on fait un centre de médecine de jour comme alternative à l'hospitalisation. On fait le tout pour vraiment garder les patients et leurs parents à proximité avec des services spécialisés et dédiés pour leurs enfants. On a débuté le projet avec le premier site à Brossard, à Montérégie-Centre, en avril 2019. Le deuxième site en juin 2023, c'était Laurentide, Saint-Eustache. Et mieux parler de nos résultats, Et je crois fortement que tout le monde qui doit être ici à une conférence de HEC sait cette slogan très bien. On ne peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. On voit actuellement plus que 120 000 visites par année. De 2019 à date, on a vu plus que 435 000 visites. Les patients sont vus régionalement, voulant dire le site de Saint-Eustache voit les patients de la rive nord, les Laurentides-Laval-Lanaudière, et le site de la rive sud voit les patients qui viennent de la Montérégie centre-est et ouest. Et comme ça, on garde les services à proximité. Les patients ont plus besoin de croiser une pont avec un enfant en arrière de leur voiture avec une crise d'asthme où ils sont pas en train de respirer bien et les parents doivent inquiéter, est-ce qu'il va y avoir la trafic sur le Champlain? Est-ce que le Décarie va être congestionné pour aller à Sainte-Justine? Non, ils peuvent, avant les ponts, venir chez nous et obtenir les soins dont leurs enfants méritent. Quand on regarde les volumétries par mois de début à date, vous allez voir qu'on continue à augmenter notre offre populationnelle. En 2019, on a vu 22 000 enfants. En 2024, on a vu 126 visites. Durant la pandémie, même avec toutes les fermetures, et tout le monde qui courait pour travailler en télétravail, nous, on a levé notre bras, dire les enfants, donc, le système de santé est inquiet, vont être des vecteurs de transmission pour le COVID à l'intérieur des établissements. Envoyez-les chez nous. On est là pour ça. On va les soigner en sécurité pour eux et on va protéger nos aînés. Et vous voyez rapidement que nos volumétries, même durant tout le temps que les hôpitaux pédiatriques étaient calmes, on continue à avoir des patients. Et même avec toute cette énergie de la pandémie et nos opérations et notre start-up, parce que notre mission est le mentorat, on a créé quelque chose à l'intérieur qui s'appelle Up University, où on fait des simulations inside to multidisciplinaires à tous les 2 à 3 semaines. On fait des formations continues avec le Learning Management System. On a créé des stages pour les médecins, pour les infirmières et pour les IPS au fur et à mesure. Et très important, on voit proche de 400 patients par jour et on les voit dedans de 90 minutes, plus que 90% de temps. C'est pas juste en question de voir une haute volumétrie de patients durant 12 heures par jour, mais on les voit dedans d'une heure et demie, qui est une des résultats qu'on a accompli. Pour mettre en perspective nos volumétries par année, on a vu l'année dernière proche à 110 000 visites, ce qui se compare à tous les urgences des régionales, les 3L ou tous les hôpitaux, les urgences montérégiens.
où il y a à peu près 60 000 visites qui se présentent à l'urgence, mais juste 30 à 40 000 qui sont vues par les médecins. Et ça se compare aussi à Saint-Justine ou Children's qui, vu par les médecins, c'est entre 65 et 70 000 visites par année. Mais ces volumétries-là sont dans une opération de 24 heures par jour, versus nous, on voit nos volumes dans 12 heures par jour et on les voit dedans de 90 minutes. Comme on a dit, on a fait une formation multidisciplinaire. C'est dans l'ADN de tout notre équipe, que ce soit les médecins, les infirmières ou les agents d'expérience patient. On a une volet universitaire avec plus que 550 stages à date. So, les résidents, les infirmières bachelières de Sherbrooke et des IPS de différentes universités. Même si je suis une associate prof à McGill, nos stages sont pas juste McGill, c'est Sherbrooke, c'est Université de Montréal, c'est McGill, c'est UQO, c'est KTR, c'est SICKIT, c'est CHEO, et on a aussi d'autres universités out west qui nous envoient des fois des fellows en urgence pédiatrique. Et on fait les formations continues à l'intérieur de nos murs. Un exemple, c'est on a devenu pour former PALS ou SALP, les soins avancés de réanimation avec le cœur et AVC. C'est une organisation où on a dit on veut être capable de knowledge translate dans la communauté et assurer que plus de vies des enfants sont sauvées dans les états critiques. Et on va prendre ça sur notre établissement, de créer l'infrastructure pour augmenter l'offre de PALS et SARP dans la communauté. So, c'est le genre de choses qu'on fait au quotidien et qu'on est très fiers. Le plus important... Go ahead. C'est ça, si je peux t'interrompre, Sacha, je pense que c'est important pour que le monde comprenne. Bonjour tout le monde, premièrement, moi c'est Steve. Je pense que quand on a vu la mission et on a vu que tu as mentionné qu'on veut être des mentors et créer un milieu de formation dans la communauté, ce n'est pas nécessairement naturel pour une clinique de devenir ça. Et quand on parle dans la pandémie où on a eu l'appel du CIS de Montérégie Centre qui a dit on n'a plus où mettre nos stagiaires, on n'a plus où former. Et c'est pas juste de les accepter, mais je me rappelle de ta vision et de celui de Maher de bâtir un programme. Et nous, on choisit nos mots assez prudemment. Et quand on a choisi le mot université, c'est d'être une école, c'est d'être une vraie milieu. Et c'est pour amener une confiance et une capacité en pédiatrie, pas juste pour les centres up. C'est une mission provinciale. Alors, c'est penser grand, c'est regarder les choses pour un système et pas juste pour les quatre murs qui fait un peu changement de qu'est-ce que moi j'ai déjà vécu en termes de vision d'entreprise globale dans ma vie. Mais je te laisse continuer, Sacha. Désolé. Merci. C'est ça. Et pourquoi on fait tout ça? C'est pour l'expérience patient. Parce que je sais que notre ministère de Santé a créé le plan santé avec le slogan humain et performant. C'est des mots qu'on utilisait même avant cette arrivée, fait que c'est bien arrimé avec le ministère de Santé actuel. Mais pour nous, quand on regarde nos médias sociaux, quand on écoute les histoires des patients, des parents, des grands-parents, qui disent ça redonne l'espoir que la santé au Québec peut être fonctionnelle. Quel super hôpital. 1h15 pour s'enregistrer, triage, voir le médecin, prendre en radio, revoir le médecin, avoir une réduction de fractures. Dr. Barbarian a même réduit en pneumothorax il y a 2 semaines dans un milieu comme le nôtre qui a sauvé le système et les parents beaucoup, beaucoup d'énergie, tout en gardant les soins à proximité. Maintenant, pourquoi vous êtes tous là? Vous êtes curieux de savoir comment on a eu ces résultats. C'est quoi le moteur derrière nos méthodes? Steve se fâche tout le temps quand je dis ça. C'est extrêmement simple ce qu'on fait. C'est extrêmement simple. C'est la numéro 1 priorité de tout ce qu'on fait, c'est l'expérience patient. On a arrêté de dire on va faire ça pour les sécurités de patients. Sécurité de patient, ça c'est un acquis, ça c'est notre obligation déontologique. On doit faire des choses sécuritaires, do no harm, faire du bien. Mais nous, on va faire un système qui vise l'expérience patient comme numéro 1 chose. Et ça prend pas une large équipe, ça prend le monde avec des cœurs, et je pense que tout le monde parmi vous ont des cœurs. On a
Steve, on a Maher ici, on a Étienne, notre data scientist, on a Mélissa, notre gestionnaire d'opération à Saint-Eustache, on a Cathy Perron, directrice RH et gestion d'opérationnel depuis le départ avec nous. On a Marie-Ève Grignon, chef de la programme des infirmières. On est tous des personnes avec différentes expériences et avec une cible. Assurer que l'expérience patient à tous les jours va être 100%. C'est tout. C'est si simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est donc, vous le voyez dans ces photos, on fait des formations, on assure que quand le monde signe leur contrat à venir travailler chez nous, ils savent qu'il y a 3 choses qu'ils doivent faire à tous les instants. Bonjour, mon nom c'est Sacha. Faire une sourire et laver mes mains avant de toucher le patient. C'est très simple. Et tout le monde sait que tu rentres chez nous, tu vas être une partie d'une équipe. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ego. Moi, même si quelqu'un a quelque chose à me dire, même si le président, Sacha, Urgentologue, whatever, il me voit, ils doivent me dire, Sacha, you just screwed up. Il y a quelque chose que je crois que tu as fait qui n'est pas correct. Et moi, je vais dire, j'ai fait ça parce que on va avoir une conversation et 1 plus 1 égale 5. Il n'y a pas d'ego. Et je suis médecin, je peux le dire pour les médecins. Les médecins, en général, on gère des systèmes avec beaucoup d'ego. Nous, on est là. Nous, c'est pas ça. On a une hiérarchie plat. Tout le monde a un rôle et tout le monde a une job. Assurer l'expérience patient va être numéro 1 chez nous. Et donner des high five. Il y a Steve ici qui fait des choses qui sont, je vous nomme, c'est clairement pas une rôle d'une cofondateur ou une rôle, vous voyez pas qu'est-ce qu'il fait, mais je vous nomme, c'est assez drôle ce qu'il fait. C'est la transparence de notre établissement avec nos structures, savoir la plaisir au travail, et tout ça, c'est pour assurer l'expérience patient. So, le vraie question, et tout le monde nous demande, c'est quoi votre secret sauce, c'est quoi votre secret? Et vous allez le voir, mais c'est des choses que vous savez tous. La seule chose que nous, on a fait, on priorise l'expérience patient et on met tous les meilleures pratiques derrière ça. So, ça, c'est en termes de la manière dans laquelle le cerveau de Up fonctionne. Le checkbox, le checklist de ce qu'on fait, toute instance doit avoir une crochet sur l'expérience patient derrière ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on planifie, ce qu'on livre, l'expérience patient. On doit assurer que notre mission est claire et que notre mission est focusée sur l'expérience patient. Après ça, on doit assurer que nos designs des infrastructures, des lieux physiques, de l'infrastructure technologique, que tout est design pour l'expérience patient. Et on doit assurer que la culture de Up, la version continue de multidisciplinarité, de partenariat, de travail d'équipe, est focusée sur l'expérience patient. Et tout ça sur une base de Lean Six Sigma, qui est des principes qu'on va discuter tantôt. J'ai eu des excellentes expériences quand j'ai travaillé au CUSUM en gestion, où on était formé avec plein de différentes ceintures en Lean Six Sigma. On a monté des programmes de formation dans l'établissement du CUSUM. Et à l'époque, le monde me disait, les patients sont pas des voitures. Et ça, c'est vrai, les patients sont pas des voitures, mais je vais vous montrer comment les principes de Lean Six Sigma peuvent aider l'expérience patient. So, il faut reculer en arrière, d'où le défi qu'on a pris en charge à ces relevés. So, en 2017, je dois juste vous tasser 2 secondes, nous sommes partis d'une situation où le parcours des parents était complexe. Nous avons voulu créer un nouveau modèle de soins qui allait simplifier ce parcours. Nous avons voulu le faire dans un secteur lequel les Québécois n'avaient pas confiance. Sur ce que vous entendez dans ça, c'est on n'a pas dit je suis tanné de voir des P4, P5 dans mes urgences. Je suis tanné de voir tellement de patients. Non, on a dit c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de l'établissement. C'est les parents, c'est quoi leur situation, c'est quoi ce qu'ils vivent quand ils changent les œufs avec leur enfant qui a une crise d'asthme ou un bras cassé. So, l'expérience patient était le problème qu'on essaie de résoudre. So, il s'agissait de créer un nouveau réflexe au sein de la population. So, on s'est dit, on va faire le mapping de c'est quoi les parcours des patients. Mon enfant est malade ou blessé, quoi faire? C'est 9 à 1 si c'est été écrasé par une voiture. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas aller le mettre dans une ligne à 6 heures le matin dans mon clinique locaux
ou aller dans une urgence régionale où je dois attendre 24 heures pour voir un professionnel, ça, c'est pas humain. Si vous voulez créer la réflexe 9 à 1, et sinon 8 à 8, Centrap est là pour vous. On s'est posé la question comment créer une catégorie qui transforme les comportements et la perception des Québécois vis-à-vis des urgences, quand pour eux, urgence rime d'abord avec des inquiétudes et de la méfiance. On a assuré que notre marque allait créer la compréhension qu'un nouveau service de proximité existe, dédié aux urgences pédiatriques, un service qui va être avec une perception du client, que c'est novateur, efficace et fiable. La fiabilité, c'est extrêmement clé pour l'expérience patient. Un patient qui arrive dans vos milieux à 9h30 lundi matin doit avoir les mêmes services qu'il arrive à 9h le soir, samedi soir. C'est pas équitable, c'est pas juste, c'est pas une bonne expérience quand le monde a des différentes expériences. Chacun de vous, j'imagine, boit du café ou du thé. Vous allez à Tim Hortons. Si vous allez à Tim Hortons, vous allez voir le fil, ça prend 5 minutes. Vous allez retourner. Mais si une fois c'est 5 minutes, une autre fois c'est 30 minutes, une autre fois c'est 25 minutes, une fois le café est chaud, une fois le café est froid, oublie ça, vous allez jamais retourner. Si on demande ça à Tim Hortons de donner un café fiable à une certaine température avec une certaine performance, comment est-ce qu'on peut pas design ça dans notre système de santé pour nos enfants en plus? Chaque système est parfaitement conçu pour obtenir les résultats qu'il produit. Dans notre mission, on s'est assuré que on sait exactement qu'est-ce qu'on va aller avoir comme mission. On allait offrir le meilleur soin d'urgence possible à proximité. Sacha et Steve, nous, on reste à Montréal. Aller en région, sur un pont, c'est contre-courant pour des gars comme nous. On n'a pas créé un projet pour que Sacha et Steve aient une place de travailler ou que nos médecins montréalais peuvent travailler. On a dit, on va amener des spécialistes, des médecins et des infirmières spécialisés en pédiatrie en région à proximité pour les patients parce que ça, c'est le mission. Et ceux qui vont suivre notre mission, c'est clairement une gang qui vont comprendre pourquoi on le fait. On est là pour faire une révolution des urgences, une révolution des soins pédiatriques. On va être engagé, on va être humble, on va être empathique, on va assurer d'émuler des émotions positives tout au long de la journée. Et on communique ça parce que ça, c'est l'expérience patient, ça, c'est le checkbox de on arrive. Et quand le monde arrive, comme je vous ai mentionné, il signe un contrat. Dans le contrat, il y a le manifesto, je pense qu'on dit en français ou en anglais, but whatever, le manifest up, qui écrit le pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va arriver, comment est-ce qu'on va arriver avec des soins de qualité avec un wow. Le mot wow, on n'a pas planifié ça. Si vous regardez nos diapos qui étaient de notre compagnie de marketing qui nous a aidé avec ça, il n'y a pas le mot wow. Et très rapidement, le mot wow est devenu synonyme avec up. Les patients l'utilisaient, les parents l'utilisaient, les infirmières, les agents, les anciens employés, les futurs employés, tout le monde utilisait le mot wow. Ça rentrait dans notre langage organisationnel que nous, on offre des soins de qualité avec un wow. Et ça, c'est pourquoi on est là et on assure que tout le monde signe le manifeste avec leur contrat, que ce soit un médecin, infirmière ou un agent d'expérience patient, et tout le monde va rentrer dans la révolution et on a créé un système pour les aider à comprendre les étapes qui sont tous très simples, mais qu'on doit faire ça ensemble, que ça devienne une organisation fiable. Et ce type d'indoctrination, si on veut, ça revient et ça ramène le monde vers mission et vers une idée d'expérience patient et vers la valeur de qu'est-ce qu'ils amènent à cette mission, plutôt sur les besoins ou les inquiétudes individuelles. Parce que chacun va sentir beaucoup mieux quand il termine la journée pour dire qu'il a contribué vers une mission qui va leur protéger. Ça, on va arriver à ça, mais ça, c'est un peu le secret de qu'est-ce que tu parlais, Denis, d'enlever les égos et enlever tout ce qui est les statuts. Ça fait tout le monde signe sur la même ligne, comme Sacha a dit. Médecin, infirmière, agent, tout le monde signe. Gestionnaire, fondateur, tout le monde signe. Tout le monde se commet pour la même mission. Pas de l'endoctrinement, c'est de l'engagement. C'est l'engagement. Oui, l'engagement. L'endoctrinement, c'est du buy-in day one. L'engagement. C'est l'engagement. Tout le monde comprend c'est qui nous sommes et on assure qu'on le communique et on répond les questions et quand il y a du drift ou de la variation qui arrive, on ramène tout le monde au même document et on se rappelle pourquoi, comment. Et on est toujours prêt à évoluer. Ça, c'est l'autre chose dans notre ADN et vous allez voir, mais
c'est pas parce qu'on a fait quelque chose il y a 5 ans que ça va être encore pertinent en 2025. Ça aussi, vous allez voir nos numéros d'idées, mais c'est un engagement de l'expérience patient numéro un, soins de qualité avec Enware. Maintenant, quand on a commencé, on avait le vision d'être moderne et simple. Et la simplicité, c'est une autre chose qui est très important parce que une des hypothèses que j'ai de mes expériences avant, quand je travaillais en admin à l'intérieur des établissements, c'est il y a tellement de complexité et de nouveaux processus, surtout de nouveaux processus, sans une clean-up des choses qui marchent pas ou de la questionnement, ben, est-ce que c'est encore pertinent vu qu'on a une politique de PCI qui date de 2043, est-ce qu'on doit l'appliquer encore en 2025? Ben, des fois, il y a des choses qu'on peut évoluer, se re-questionner. Et ça tombe qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont des mythes et des mythes qui se perpétuent. So, nous, on a assuré que notre design, en termes de nos mots, nos valeurs, nos designs de flow, que ça soit le design physique des lieux, était tout pensé pour l'expérience patient pour que ça soit simplifié. L'infrastructure technologique, on voulait que les parents prennent un rendez-vous de 1 à 2 clics. On savait que les parents sont de plus en plus jeunes relative à nous. So, ça, c'est en 2017. Oubliez, on a commencé ce projet en 2017. Ça, c'est avant la pandémie qui a jumpstart toute la population à prendre des rendez-vous online. Ça, c'est avant Clic Santé. So, les parents étaient techno. Ils étaient tous déjà, on dit, on va utiliser les parents comme des admins. Pourquoi notre secrétariat doit faire du clavardage avec un plexiglas? En plexiglas, je vous nomme tous. Ça, c'est une organisation qui dit, on veut mettre une barrière entre toi et Barrière. moi parce qu'on vous fait pas confiance d'être des humaines. Et on va pas nécessairement être humaine avec toi parce qu'on va vous faire parler dans un petit trou comme ça. Ça, c'est pas humain. So, nous, on a dit, on va faire face, les parents vont nous aider avec l'admin. Il y a zéro barrière, comme vous allez voir. Si les parents peuvent pas faire le clavardage, ben, comme il y a un parent qui a une blessure, ils peuvent se présenter en walk-in, en son rendez-vous, pas de problème. Notre système intérieur de nos murs, ça va être sans papier, sans fil, mobile et mesurable. Ça va être transparent. Vous voyez plein de transparence dans notre établissement, vous allez le voir tantôt. Et tout ça pour assurer l'expérience patient est simplifiée et positive. Ça, c'est un petit vidéo de nos lieux à Saint-Eustache. Vous voyez des livres québécois, des valeurs. Tu vois la lumière, le soleil. Tu vois les infirmières en travail d'équipe souriant. Tu vois, ils savaient pas que j'allais prendre ce vidéo. Ils vont le voir maintenant. Tu vois, les médecins sont assis dans les corridors. Tu vois des infirmières souriant encore. Tu vois les vraies plantes qui amènent l'oxygène frais dans l'ambiance clinique. Tu vois Steve toujours. Il est toujours là. Tu vois notre zone de staff, notre zone d'apprentissage moderne, avec plein de plantes, plein de vie, plein de soleil. Oh là, encore Steve là, toujours là. Mais ce que vous allez voir en transparence dans le corridor aussi, tous nos statistiques. Les parents, les patients, les infirmières, les médecins, les agents d'expérience patient, les gestionnaires, tout le monde voit tout transparente. Les médecins, ils ont le pire bureau. Le médecin, on les met dans le corridor. Pourquoi? On sait les médecins commencent avec des égos très hauts. On veut qu'ils soient pareils comme nous et on veut que les patients et les médecins, il n'y a pas de barrière. Je ne vais pas rentrer dans le bureau avec mes vidéos, mais il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas un bureau de médecin où il peut mettre son cigare et tous ses diplômes. Oublie ça. Ça, c'est égo. On enlève l'ego. Comme ça, on peut être en collaboration. Moi, j'ai de l'information. Les parents ont de l'information. On s'échange et ensemble, on va trouver des meilleures solutions pour les enfants. Par après, c'est la culture, assurer que l'expérience patient rentre dans la culture. So, j'ai déjà, comme genre, préemptivement dit ce que je crois à propos de la fiabilité, l'analogie de Tim Hortons. Mais notre équipe de direction est là pour protéger le staff. Et notre équipe de santé est là pour protéger le patient. Tous pour assurer l'expérience patient. Je donne un exemple. Le temps supplément obligatoire, le TSO, ça, c'était fait pour protéger la sécurité des patients quand il y avait des ressources qui manquaient. Personne n'a fait ça pour être méchant au staff. Mais personne n'a dit, ben, si mon staff est forcément, peut pas rentrer chez eux, vont être frustrés, vont être fatigués, est-ce que, oui, ils vont prodiguer des soins qui est mieux d'avoir zéro soin, mais comment va être l'expérience patient? C'était pas un autre niveau de valorisation qu'on doit arriver à ça. Parce que si
La culture de la système de santé aurait dit, on veut la sécurité du patient et on veut assurer l'expérience patient en protégeant notre staff. Des fois, il y a d'autres solutions qui peuvent s'émerger. Et je vais vous parler de quelques-uns. Ça, c'est comment on assure le top-down, bottom-up. On communique les objectifs, il reste aligné sur les objectifs. Nos énergies comme équipe de gestion, c'est axé sur un just culture. A just culture veut dire si quelqu'un fait une erreur ou une gaffe ou il ne fait pas le processus, on ne va pas aller les taper sur les doigts. On va aller dire, ah, j'ai noté que tu n'as pas fait X, Y et Z. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'il y ait une bonne raison pour laquelle ils ont fait ce gaffe. Et que moi, comme direction et comme owner du procès, n'a pas fait une bonne processus. Peut-être il y a des scénarios que je n'ai pas encore bien pensé. Avant de donner le blâme, notre équipe de direction, on est très dur sur nous-mêmes et Mélissa et Cathy, je pense, ils sont sur cette Zoom, ils peuvent vous parler. On focus toujours sur le 1%, qu'est-ce qu'on peut faire mieux avant de focuser sur les autres. La culture axée sur les visualisations. We make the invisible visible. Je vous nomme, ça c'est la chose clé pour n'importe quel gestionnaire. Il faut savoir c'est quoi ta job. C'est quoi la performance? C'est quoi tu livres? Combien de patients par heure tu vas voir? Combien de projets par semaine tu veux faire? Combien de réunions par semaine tu as la capacité? Tu dois commencer à mesurer ta job et la job de ta gang et mettre sur un tableau et le voir. Et quand tu peux le faire avec une mesure qui est le plus réel et le plus pertinent. Nous, on a choisi patients per hour. On mesure combien de patients on va voir par heure, combien de temps sont vus dedans de 30 minutes par l'infirmière et combien sont vus dedans de 90 minutes par les médecins. En faisant ça, qu'est-ce qui arrive? On a décortiqué notre processus en 2 étapes et chaque heure, il y a quelqu'un qui utilise nos outils électroniques et qui sont bien. On peut avoir tout le BI. Maintenant, tous les gestionnaires ont plein de business intelligence, de Power BI, des Excel, des pivots excellents. Mais ça, c'est des fois, pour un gestionnaire, tu sais beaucoup d'informations. Tu as besoin de prendre old school, une stylo, et écrire les données clés. Et en écrivant les données clés, nos agents d'expérience patient à chaque heure l'écrit, ça force les médecins, les infirmières et les patients de le regarder et voir, ah, ça, c'est une organisation qui focus sur la performance à chaque heure. Oh shit, we're not doing well. Il y a une surge. OK. Ding, ding, ding. Rencontre, viens, les infirmières, les médecins, il y a un problème. On a 25 patients dans notre salle d'attente. Sacha a pris 1 heure avec un patient de santé mentale on va prendre le temps. Le but, c'est pas de pas prendre le temps avec le patient. Le but, c'est que le système en total se balance et se reste agile. Il y a des moments où des fois on est tellement en surcharge, même chez nous, que on va commander des pizzas pour le salle d'attente. Pourquoi? On veut que le monde, quand on est hors contrôle, quand nos processus n'ont pas fonctionné pour livrer le résultat ciblé sur l'expérience patient, on veut changer cette négative à une positive, on va commander des pizzas. Et nos agents d'expérience patient, on va donner des pizzas, des boissons, des snacks, etc. Et dire aux patients, excusez-nous, on avait une patiente extrêmement malade, on avait X, Y et Z, il y avait un accident sur le Champlain, les patients arrivent en retard, whatever. On va communiquer avec nos patientèles pour qu'ils comprennent we care. Dès qu'ils savent qu'on we care, ils vont pas être frustrés. Comment quelqu'un peut être frustré si tu essayes? Ce que le monde n'aime pas, c'est quand les patients sont mis dans un corridor loin de toute l'action et ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive. L'imagination, c'est toujours néfaste, like we always think the negative of people. Là, la transparence, tout le monde est ensemble, on communique avec nos équipes et nos équipes, s'ils ont des idées, des irritants, des idées d'innovation, je ne veux pas qu'ils me disent à Steve ou moi, ou Cathy ou Melissa, ah oui, on a besoin de commander une machine X, Y et Z. Ça, les gestionnaires, on est très occupés. Ça va rentrer une oreille, ça va sortir l'autre. Mais le staff, quand ils nous ont donné le golden nugget d'information, they expect us to act. Nous, on a dit, non, tu peux avoir des conversations, mais si vraiment c'est sérieux, écris-le. Et quand le monde écrit sur un papier, un post-it note, on est sans papier à part les post-it notes. Et j'ai pas de départ dans le post-it note, mais je vous nomme, on utilise les post-it notes. Tu écris le post-it note, tu écris ton nom, la date. Là, on peut creuser, on peut voir que c'est en priorité.
On a la permanence axée sur les données en temps réel. C'est ce que je mentionnais, on a tous des BI, mais nous, on a obligé nos fournisseurs de notre dossier médical électronique et notre partenaire de prise de rendez-vous, Bonjour Santé et OmniMed, de nous fournir nos données en temps réel. C'était une obligation. Et parce que nos processus sont tellement fiables, tout le monde fait le même clic au même moment pour le même type de comportement, tout est timestamped, on peut mesurer le tout. On est aussi basé sur une culture de visuel. Ça, c'est juste un exemple. Durant la pandémie, les parents sortent de l'ascenseur à droite. On veut qu'ils décontaminent leurs mains. On doit faciliter que c'est dans leur chemin et c'est une automatisation. Mais si ce chose pour laver les mains, c'est à côté du mur qui est beaucoup plus loin de l'ascenseur, oublie ça, les parents vont pas le faire. C'est humain. On est tous paresseux par ADN. C'est juste la nature de human factors of design. So, moi, je voulais assurer que le monde des affects. So, on doit design l'expérience de forcer ça. Et maintenant, pourquoi je mets ça? C'est parce que moi, comme gestionnaire, si je rentre et je vois que c'est ici, à la screen left, et que mon équipe des agents d'expérience patient ne l'a pas mis dans la bonne position, ça veut dire they're not paying attention. Ils ont oublié le pourquoi. On doit faire des conversations. Pourquoi vous n'avez pas fait? Ah oui, je l'ai oublié parce que... Et c'est parce que c'est des informations clés pour moi, pour simplifier notre processus, pour assurer qu'ils vont être capables de le faire pour les choses qu'on ne peut pas nécessairement visser dans le béton, si on peut dire. Et donc, un jour qu'on a créé notre système de supply chain, j'ai rentré, on voulait commander juste 10 unités de succion comme ça. Et tout à coup, je rentre chez App comme gestionnaire ou comme fondateur et je vois des boîtes et des boîtes et des boîtes dans le corridor. Mon outil notre système de commande a raté. C'est très visuel. Mais maintenant, parce que on est une équipe de gestion très impliquée dans tous les niveaux, que ça soit vertical ou horizontal, on peut trianguler les informations. Mais si ça, c'était dans un warehouse quelque part, il va avoir le gaspillage. Steve va parler de gaspillage, mais nous, on a zéro gaspillage chez nous parce que on voit les problèmes et les variations tout de suite et on règle aux root cause. Ici, c'est notre exemple. Avant, le fournisseur de ces attelles, c'est pas le best human factor design. On faisait des erreurs de grandeur et des côtés sur les patients. Dès qu'on a eu quelques instances, nos employés nous ont dit, il y a un problème. Ben, c'est simple, on peut aller au dollar store, acheter des bleus et des rouges, des gauches et des droites, et c'est très visuel. C'est simplifié. C'est regarder ça, ça prend pas de sous. Tu peux le faire très haute techno et très haute coût, mais ça n'a pas besoin d'être. Ça peut être des choses simples. Je pense Et que une chose, Just in Time, si on ouais, revient juste 2 secondes, Sacha, sur Just in Time, je pense que en faisant mes études personnellement, on entend énormément parler de ce concept quand je faisais mes études en gestion et tout le monde parle de Just in Time, avoir le bon produit au bon moment. Mais quand tu prends cette idée, ce concept de Just in Time et tu le supercharges presque avec l'expérience patient et le Protect the Staff, tous les valeurs de Up, ce que tu tombes, c'est un système qui va pas juste contrôler que le matériel soit à la bonne place, mais que ça va éliminer les frustrations des médecins infirmières de chercher, parce que ça va être mis stratégiquement dans les bonnes salles, dans les bons corridors, dans les bons armoires, et ça va être toujours vérifié en temps, monitored assez régulièrement, et pour ça, ça prend l'automation et développer des outils où on peut faire des inventaires dedans d'une heure au lieu de dans 2 jours, de compter toutes ces différentes choses. Alors, c'est toutes sortes de différentes techniques pour, premièrement, mesurer et deuxièmement, être capable d'actionner où ça manque, comment ça manque et aller jusqu'en arrière à nos fournisseurs pour assurer la fiabilité de notre supply chain et assurer que, comme Sacha a dit, la sécurité des patients, que quand il aura besoin de quelque chose, ça va jamais manquer. Ça va jusque vérification des dates d'expiration et, comme Sacha a dit, zéro gaspillage. Ça, c'est énorme comme principe qu'on ne veut pas être en position qu'on doit jeter un matériel qui a expiré ou qu'on n'en a pas besoin. Alors, ça, c'est real-time monitoring, utilisation de la technologie et accessible sur les principes de Protect the Staff et le patient. parce que l'expérience patient tout ça, c'est pour l'expérience patient. Parce que si un patient est avec toi et tu dois aller chercher pendant 15 minutes le stock, c'est du temps perdu pour le patient.
Si tu reviens, tu dis, et ça nous arrivait des fois que on n'avait pas ce qu'on avait besoin pour le patient. Oublie ça, patient experience zero. Échec total sur l'équipe de gestion. Et tu vas demander à Cathy, quand on manque un équipement, nous, on traite ça comme DEFCON 5, like we're like in panic mode. Pourquoi? Au cas où il y a un patient qui a besoin de quelque chose maintenant, ça doit être toujours dispo. Le RH 120, nous, je crois que c'est une autre chose très importante. Ça, c'est pas un principe de hop, c'est un principe que j'ai appris quand je donnais une conférence à l'école School of Nursing, McGill University. Il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu un Chief Nurse Officer de l'Ontario, d'une large réseau, dire embauche 120% de tes besoins. Si tu embauches 120% de tes besoins, tu vas sauver d'argent, tu vas devenir un établissement magnet, qui veut dire une désignation où tu as un taux de rétention extrêmement élevé. Et elle a convaincu à l'époque son CEO et le réseau ontarien de laisser faire cette expérience. Maintenant, nous, on est juste une petite compagnie, si on peut dire. Moi, j'avais mon CA. J'ai dit, guys, on doit embaucher 120% de nos besoins. Maintenant, des quatre fondateurs sont des hommes d'affaires. Il dit, on peut pas investir 120%, we're barely a break-even business, Sur notre plus gros comment, line item, oui. Le RH, la de seule loin. dépense, c'est le staff et après ça, c'est le loyer, Comment tout ça, tu vas en 20% de plus? Ils m'ont donné du loose pour 6 mois. Pour 6 mois, ils m'ont dit, OK, in 6 months, we're reassessing the line. Et Steve peut parler de ça, mais tout ça, ce que ça veut dire quand je dis 120%, ça veut dire que tu es une équipe de gestion qui comprend qu'est-ce que tu fais heure par heure. Tu sais combien d'infirmières, combien d'agents d'expérience patient, combien de médecins, tu comprends tes ratios pour livrer le résultat attendu. Sur nous, c'était un service de dans 1 heure et demie à 90% de temps. On définit ça, on calcule sur un petit fichier Excel, on est agile, on le comprend, on dit ça, c'est la structure qu'on a besoin. Et là, on va embaucher 120% de nos besoins. 120% de nos besoins. Pourquoi? La pire chose pour des infirmières, c'est quand ils vont voir leur infirmière chef ou leur directeur, et j'ai une exception, j'ai un événement familial où je dois prendre une congé non payé dans 6 mois. Et le gestionnaire dit non. Je vous nomme. Ma femme est infirmière. Beaucoup de vous me connaissez. Vous savez que Sandy est infirmière enseignante de McGill. Quand elle entend les histoires que le monde dise non, qu'est-ce qui arrive? Dans 3 mois, ils s'en quittent. They leave. Et tu n'as pas le ressource et tu as perdu toute l'énergie de formation. Donc, quand tu as 120% ou 80% de leur job, c'est la clinique et 20% de leur temps, tu peux dire oui, oui à la formation, oui à tes vacances supplémentaires, oui à des projets, oui à faire des pirouettes quand on a la visite des PDG des différents CIS. Là, c'est oui. Et quand c'est oui, et il y a un appel malade, parce que tu as 120% chaque jour, tu n'es jamais en crise, tu n'es jamais essoufflé et tu sauves beaucoup d'argent. Just in terms, Steve, I'll go fast in terms of time and then we'll answer questions. Le Lean Six Sigma, on n'est pas des voitures dans le système de santé, mais il y a vraiment 2 principes basiques. Le Lean, c'est de créer la valeur en éliminant le gaspillage. Quand on a un problème, au lieu de dire on a besoin d'ajouter 3 infirmières, on va demander comme réflexe, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut enlever. Et j'ai vu ça dans les hôpitaux, c'est possible dans tous les établissements. J'étais dans un projet à l'hôpital où on était en train de régler un problème pour les asthmatiques à l'intérieur de l'établissement. Ils voulaient investir 500 000 $ par année dans une ressource. On a fait le mapping, on a fait le principe d'élimination de gaspillage. 200 pièces, 3 frigos, problème résolu une fois on a compris le processus. Éliminons les gaspillages, simplifions les processus. Maintenant, le Six Sigma, c'est être obsédé par la réduction des variations. Quand tu es obsédé par les variations et tu veux pas que un patient a une expérience X à 7 heures et une autre à une autre heure, ou qu'une infirmière fait ce processus comme ça, une autre infirmière fait ça, ou un médecin fait ça, ça, c'est des variations, c'est des opportunités d'apprentissage. Le clé, être continuellement curieux et en amélioration. Pourquoi est-ce qu'il y a cette variation? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose ici qui va simplifier?
qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer? Et quand tu obsèdes avec ça, tu as une culture de Lean Six Sigma qui livre. Notre consultant qu'on a engagé, une consultant à un moment, elle nous a, peut-être elle est là, je sais pas, mais elle nous a quittés en nous disant que on n'était pas assez lean ou on n'était pas traditionnellement lean. Et c'est vrai, peut-être on a évolué nous, je m'en fous le langage qu'on utilise, que ça soit Lean, Six Sigma, Design Thinking, Agile Thinking, Mutual Learning Mindset. Oublie le langage. Les principes de valeur pour les patients, réduire le gaspillage et éliminer la variation, nomme-le comme tu veux. Technique HEC, technique UP, technique, it doesn't matter. Et c'est des principes qui marchent et vous avez démontré les résultats. On est dans les dernières 2 minutes. En santé, on veut tous donner des solutions. Et ça, c'est un des problèmes dans notre système. Tout le monde a des solutions, mais personne n'est capable de nommer le problème. Commençons par nommer et comprendre le problème avant de proposer des solutions. Et des gestionnaires qui forcent leur équipe de reformuler leurs solutions en problème vont être gagnants. Nous, on est obsédés avec le processus des MIC, définir, mesurer, analyser, improve, control. Et moi, je suis obsédé. Tout le monde m'haït pour ça, je m'en fous, c'est correct. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça, c'est la seule chose que je veux. C'est quoi le mesure? Le M. Le mesure, c'est pas mesurer l'amélioration. Le mesure, c'est est-ce que tu fais le processus tel que défini dans tes Standard Operating Procedures? C'est quoi la performance de qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que si tu fais quelque chose d'autre et tu commences à améliorer, mais tu sais pas, you're shooting in the dark. Et ça, c'est le D et le M sont les deux choses les plus importantes, suivies par le A. Le monde aime souvent faire des processus linéaires, mais le DMAIC, c'est vraiment circulaire, c'est back and forth, c'est très agile. J'ai déjà coaché un gestionnaire qui a dit, j'ai fait 3 mois de projet avec une équipe de haute direction. On a investi à peu près 50 heures de temps pour le problème qui nous a irrité pendant les dernières 2-3 ans, pour finir avec des mesures qui ont prouvé qu'on n'a pas un problème. Il était découragé. Et je lui ai regardé, j'ai dit, Dr. So-and-so, félicitations. Un travail d'équipe pour une irritant de 2 ans, que là, vous avez fait un processus d'amélioration continue structuré et vous êtes content. Il n'y a pas un problème. Et vous pouvez maintenant focuser les prochaines 2 années sur quelque chose d'autre qui peut-être va être de la valeur pour l'expérience patient. En intérêt de temps, je ne vais pas faire le 5 why, mais je pense que je parle à une groupe qui choisissent de venir à une conférence d'HEC. Probablement, vous connaissez le 5 why, mais il faut demander le why. Prends pas la première réponse, prends pas la deuxième réponse, prends pas la troisième réponse. Nos infirmières ont venu me dire ça. On doit arrêter les médecins de référer les patients chez nous avec de ceftriaxone. Je dis pourquoi? Parce qu'on a fait une erreur. Pourquoi tu as fait une erreur? C'était occupé, j'étais distrait. Pourquoi tu t'es distrait? Il y avait un appel malade et on n'a pas encore atteint notre 120%. Ah, c'est ce que je dois dire aux médecins dans la communauté d'arrêter d'envoyer les patients avec le ceftriaxone ou je dois régler mes propres processus? Ça, c'est très important, mais je ne vais pas faire le 5 why. En résumé, c'est simple. Numéro 1 priorité, ou au moins intégrer ça dans vos numéros 1 priorité, c'est l'expérience patient de vos services cliniques. Peu importe c'est l'approvisionnement, peu importe c'est la direction d'affaires, l'expérience patient est dans la conversation stratégique, tactique et dans tous les niveaux, vous allez réussir à avoir un résultat meilleur. Et c'est comme ça qu'on le fait. Des fois, le monde me dit, où est-ce qu'on peut commencer? C'est à définir votre mission. Comprendre dans in your sandbox, c'est quoi que vous faisiez par heure. Choisis un indicateur jusqu'au le plus petit mesure par heure, exemple, ou par jour. Et mesure-le avec transparence sur vos murs. Que tous tes clients et ton département peuvent le voir. And then watch the magic happen. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, la période de questions n'est pas encore ouverte, mais on a déjà 3 bonnes questions dans le clavardage. Donc, je vais débuter. J'invite les questions suivantes, si on a la chance et le temps, à s'ajouter dans le clavardage ou peut-être à lever votre main pour qu'on vous donne la parole.
Donc, j'ai avec une première qui porte sur la mesure, puisqu'on vient justement d'en parler. Quelqu'un mentionne, merci pour la belle présentation. Par quels moyens captez-vous l'expérience des patients? Donc, sondage, entrevue, focus group, patients dans les groupes de travail. Et comment vous utilisez le feedback, la rétroaction des patients? Bonne question. On n'a pas intégré une sondage proactif d'expérience patient. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On est transparentement sur Google et Facebook sur les parents qui sont très contents ou très pas contents vont rapidement aller là et on va prendre leur feedback. On a une culture où les parents se sentent très à l'aise à nous dire des feedbacks en temps réel. Ça, c'est comment on le fait actuellement. Ça, c'est une endroit qui est une lacune dans notre organisation qu'on est au courant. Mais ça, c'est la réponse à cette question. On fait aussi parfois via des différents sondages avec Square, Sacha, parfois il y a un peu de back and forth là-bas où les Ouais. parents nous écrivent, mais c'est tout ça via le média social. Merci. C'est une bonne question. Il faut savoir, je suis quelqu'un qui a déjà publié sur le Patient Reported Experience, Outcome Measures and Experience Measures et qui a implanté ça au CUSUM à l'époque. Je suis très sensible à cette question. C'est une bonne question et c'est pas quelque chose qu'on a intégré dans notre établissement encore. Merci. Les deux prochaines questions, il y en a une qui est plus technique sur les outils, l'autre, elle porte sur la transférabilité du modèle pour d'autres types de clientèle. Denis, j'arrive à toi dans un instant. La première, donc, pour réaliser une analyse en organisation du travail et pour pouvoir trouver les sources de gaspillage, avez-vous des outils qui peuvent aider, soutenir dans cet exercice-là? Moi, les trois outils on utilise, Process Map, il faut mapper ton processus actuel. Actuel. Pas une hypothétique. Actuel. Et je fais ça up et j'ai fait ça dans les établissements. Et ça prend du temps. Ça peut prendre une dizaine d'heures avec une équipe. Tu as besoin d'une équipe multidisciplinaire, voulant dire tu as besoin de tous tes stakeholders, que ce soit les infirmières, les médecins, les auxiliaires, les housekeepers, l'entretien ménagère, sécurité. Tu as besoin de tout le monde et tu dois mapper l'expérience, le procès, si c'est un procès clinique, des yeux des patients. Qu'est-ce que le patient voit dans le procès? Et dès que tu mets ça dans et souvent j'ai fait des projets avec des patients dans le comité. Si le patient est physiquement avec vous, ils vont protéger que le médecin ou l'infirmière commence à chicaner. Non, non, on fait X, Y et Z. Non, qu'est-ce que le patient voit? Ça, c'est un. Une fois que tu mappes le procès, tu peux mesurer des temps. Tu peux aller avec ton chronomètre et juste une heure d'observation, observer ton processus. Marche ton processus. Fais-le. N'hésite pas de dire, OK, aujourd'hui, on va faire une simulation. Cathy Perron, qui est on a eu un problème avec Urgence Santé. Elle a appelé 911. Elle a fait comme si elle était un patient. Elle a appelé un enfant comme si on doit appeler une ambulance pour hop. Et tout de suite, fais marche ton procès et mappe-le avec des process notes. Tu peux utiliser différentes stratégies comme ça. Après ça, c'est root cause analysis, c'est the fishbone diagram. Et après ça, c'est le 5 why. Et dans tout ça, j'aime utiliser beaucoup le dot democracy, ce qui veut dire tu votes, ton équipe prend une collant. Les adultes adorent les collants. Je sais, je suis un pédiatre, mais les adultes, quand tu donnes un collant avec plein de glitter, tout le monde est souriant dans le comité. Tu prends des glitter, tout le monde a deux votes. Ils votent sur où ils pensent sans le plus de gaspillage. Et là, tu fais dot, où il y a les majorités des collants. Là, tu commences à approfondir ton analyse là-dessus. Merci beaucoup. J'y allais avec la troisième question dont je parlais. La personne dit, j'aimerais comprendre d'où vient le financement pour le staff non médical dans le modèle de clinique. Et bon, il y a une sous-question à ça. Plus largement, je me demande si une clinique similaire pourrait fonctionner avec une clientèle gériatrique ou en soutien à domicile, par exemple. Notre modèle, c'est comme un modèle de GMF. Peut-être ça répond à la question. On est, autrement dit, un GMF sur stéroïdes. Ça, c'est comment on est financé. Stéroïdes, en termes de notre mission, c'est une mission d'hospitalier et pas une mission de pure première ligne ou prise en charge. Ça, c'est le modèle.
Euh, est-ce que ça peut être, est-ce que, com- autrement dit, notre modèle, si la question c'est est-ce qu'un modèle d'urgence ciblé pour une population spécifique peut exister, ça existe dans tout le monde. Urgent care existe dans tout le monde, à part Québec et Canada. OK? Parce on n'a pas focusé nos ressources comme ça. Est-ce que ça peut être une urgence gériatrique? Je ne sais pas, je ne suis pas une gériatre, je ne sais pas les besoins des patients gériatriques et quelle proportion de ces patients sont ambulatoires versus sourcilières et la complexité de ça. Mais peu importe le modèle, si tu as des leaderships qui comprennent bien leur population et qui ciblent c'est quoi qu'ils peuvent offrir dans un environnement extra-hospitalier, absolument, ça peut se faire. So, s'il y a un besoin, par exemple, pour les adultes 18 à 60 pour les blessures hors hôpital, ça, facilement, je peux voir exister. Pour les gériatries, je ne sais pas c'est quoi les besoins urgents, semi-urgents qui se présentent. Je ne peux pas savoir si ça, c'est une mission. Donc, ça peut marcher, mais comment on peut dire une mission qui focus sur l'expérience patient, sur une mission spécifique, avec des ressources dédiées et designed pour réussir ce mission-là pour pas marcher. Ça doit juste être fait. Une chose qu'on n'a pas parlé de notre modèle, on est en partenariat avec le système, avec le réseau. So, on est en partenariat avec le CIS régional. So, si le CIS régional nous dit on a un problème X, est-ce que vous pouvez nous aider? Et ensemble, tu travailles le problème, que ce soit que gériatrie, blessure, adulte, autre. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Merci. Denis Chenevert? Oui, mais merci beaucoup, Sacha et Steve, pour la magnifique conférence. J'ai beaucoup de questions, mais bon, faut que je me limite. Je ne sais pas laquelle que je devrais privilégier. J'en ai deux. Bon, on verra dans quel ordre. La première, c'est sur 120 de staffing. On sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre en ce moment dans le système de santé et on sait qu'on est en processus de réduction des coûts. Donc, on est dans un processus de coupure et de rationalisation budgétaire dans un processus où on doit couper les coûts. Et comment peut-on imaginer une approche où on doit avoir plus de staff alors qu'on est en pénurie et on n'a plus d'argent pour payer sortir du staff? Donc, comment on réfléchit ce genre d'approche dans un environnement plus global comme celui du réseau de la santé en ce moment? You want me to go? You want me to start or you want to start? Non, comme tu veux. Vas-y. Mais so, Up fait nos résultats, on fait avec l'équivalent d'une tiers de la ressource que les urgences hospitalières font. Mais on livre le même service. C'est pas une question de... Bon, moi, je peux pas faire un commentaire sur est-ce qu'on a assez des ressources à Québec. Mon gut feeling me dit, on a beaucoup de ressources. Et si on veut arriver, on doit le restructurer, repenser nos processus, simplifier les processus. You know? So, ça, c'est un premier. So, les principes de Lean, c'est en recul, et après, je vais laisser Steve parler de l'aspect financier. Quand tu simplifies avant d'améliorer, ajouter le ressource de 120%, tu dois simplifier ton processus. Le principe de Lean, you gotta simplify, you gotta remove, you gotta get rid of the waste. Là, tu engages 120%. You know? Ou tu peux le faire en parallèle. Maintenant, Steve va te nommer 120% ne coûte pas 120%. Exactement. Et un peu ça, c'est le point, Sacha. Le point, quand l'idée est arrivée, c'est une idée très contre-courant d'aller, premièrement, où est-ce qu'on va trouver ces corps-là? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on va aborder de payer 120%? Mais comme Sacha a demandé ces 6 mois d'essai, qu'est-ce qu'on a compris, en fait? Qu'il y a un aspect financier à ça, et ce n'est pas dans le sens qu'on a pensé au début. L'aspect financier, finalement, finit par des épargnes. Pourquoi? Parce que les 120% ne traduisent pas à 20% plus de coûts. Tout ce que ça fait, c'est s'assure ta couverture. Alors encore, tu reviens à l'expérience patient et le protect staff, les deux principes. Ça réduit l'épuisement. Ça minimise les coûts de formation parce qu'en améliorant la rétention
Nous, nos coûts de formation sont réduits. Le coût de formation, c'est quelque chose qui est souvent pas assez regardé, mais nous, on le mesure et c'est assez large comme coût. Alors, le monde sont plus contents. Ils trouvent une bonne balance dans leur vie professionnelle et personnelle quand tu enlèves tout le stress que parfois on trouve ailleurs, de la pression et euh, tu réduis le overtime, tu même élimines le overtime, disons. Nous, on n'en a vraiment pas de ça. Alors, tu crées un environnement où même quand tu as ces 20%, tu donnes à tout le monde la confiance. Ils peuvent même auto-scheduler. Ici à Hop, ils créent leur propre schedule parce qu'ils ont cette flexibilité de le faire. Alors, tout ça ramène que tu es presque à 100% de tes coûts, mais ton staff reste et te fait épargner de l'autre sens les frais associés avec du turnover, de l'épuisement et du overtime, du temps supplémentaire. Alors, en fait, et dès que tu as cette mission et dès que tu as cette attractivité sur le marché, c'est un peu différent et plus facile de recruter. J'aimerais en Non, profiter pour... oui. oui, allez-y. Euh, Pour... la dernière question sur le chat, c'est ça? Oh Exact. non. Sur les coûts Ouais. par patient. Donc, vous étiez déjà dans cette Ah, thématique-là. il y a une autre. Ben, les coûts par patient, j'ai pas les numéros parce que j'ai pas les. Une des choses que App essaie de pas faire, c'est être comparatif. You know? On fait des choses bonnes et les autres établissements font des choses bonnes aussi. So, les coûts par patient, la seule chose que je peux vous nommer, c'est les budgets qu'on utilise. C'est probablement une tiers de ce que une urgence qui fait une volumétrie semblable fait à l'intérieur dans nos hôpitaux. So, les coûts par patient sont probablement à peu près un tiers à un demi les coûts ailleurs. Mais j'ai pas les comparatifs. C'est pas le but d'être plus euh, économique. Le but, c'est de donner l'accès à proximité avec une expérience patient numéro un et le meilleur juge de est-ce que c'est rentable ou non rentable, c'est le réseau. Parce que oublie pas, notre boss, notre direction, c'est l'établissement et le ministère de Santé. Ils sont pas contents, ils arrêtent, ils nous, bye bye, ciao, see ya, you know. Et ça, c'est la meilleure manière de rester euh, rentable quand il y a ce contrôle. Les départements, ça, c'est un défi dans les hôpitaux. Personne va perdre leur job s'ils ne sont pas rentables ou économiques. Le système de bureaucratie crée des oh oui, tu sais quoi, on va créer. Mais non, arrête de créer. Enlève, you know? Ça, c'est un. Et il y a une question dans le chat que je trouve bien, c'est merci pour whatever, hypothétiquement, demain vous êtes à la tête du Santé Québec, quelles seraient vos premières actions afin d'améliorer l'accès aux services dans le réseau? Et je vous nomme, l'expérience patient, ça serait dans chaque introduction de mes phrases, comment vous avez amélioré l'expérience patient dans vos opérations. Oublie la sécurité de patient, ça c'est un acquis, on sait ça. On a de la bureaucratie à la masse pour mesurer ça. Et Santé Québec, s'ils veulent changer quelque chose, et si j'étais là, je suis sur un comité, mais comme médecin conseil, mais si j'étais là, c'est l'expérience patient. Intègre ça, priorise ça. Ça va pas coûter plus, ça va coûter moins cher à la finale. Mais on doit être courageux de changer le narrative de tout est pour la sécurité des patients, tout est pour sauver des. Oui, we all went into healthcare for that. We know that. We're trying to save lives. Ça, c'est une acquis. We don't have to. We're advocating to the converted. Et l'expérience patient, où tout le monde doit être content, est imputable pour l'expérience patient. Et pas une expérience patient qui est 80% dit c'est correct sur une sondage. Je parle de 90% qui dit wow, j'ai l'accès dans le temps que j'ai besoin. J'ai les services high five. Je suis une partenaire dans mes soins. Oublions pas que l'avenir de santé, c'est dans les proches aidants. C'est pas dans notre système de santé qu'on va prendre soin de nos aînés ou nos enfants ou même nous autres. Nos proches aidants font 95% ou plus de le travail. Intégrant les proches aidants dans les trajectoires, dans les soins, créer les soins à domicile qui est une excellente direction parce qu'on redonne le contrôle aux patients et à leur famille. La pandémie où on n'a pas laissé les familles rentrer avec leurs patients, ça, c'est pas patient, experience patient numéro un.
On a dit on veut prévenir des éclosions, toutes des bonnes raisons. L'expérience patient n'était pas parmi ces top choses. So, si moi j'étais là, l'expérience patient, ça serait dans mon langage en priorité 1 et ou au moins dans le même niveau que tous les autres valeurs qu'on veut essayer de faire. Et quand tu fais ça, tu vas sauver d'argent, tu vas être rentable, les budgets vont revenir je ne sais pas c'est quoi les numéros, mais là, si tu regardes les courbes de dépenses de santé, dans les dernières 5 ans, c'est fou qu'est-ce que ça fait. Il n'y a pas aucune raison. C'est parce qu'on n'a pas intégré patient experience et simplification de nos processus. Ça, dans mon opinion, my humble opinion, ça c'est ce que je crois. Et ce projet qu'on vient de faire là, le monde nous connaît et c'est beaucoup plus accepté. On était en mode combattant pendant presque 10 ans pour ce projet. Nous, on a eu l'aide de la ministère dire non, on n'a pas le Québec, les Québécois n'ont pas besoin de vos solutions. Ça n'a jamais marché. Mes conseillers d'affaires m'ont dit jamais ça va être rentable. Vous allez perdre votre maison. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on croit qu'on peut créer quelque chose avec la multidisciplinarité et focuser sur l'expérience patient en partenariat avec le réseau. Et on a eu la chance, et je vais vous nommer, Richard Deschamps, qui était le PDG de Montréal Centre, est quelqu'un visionnaire, courageux, et j'espère que tous les dirigeants vont être semblables à la courage que lui, Lyd Marquis, et Ntezon Rajvang, qui étaient les early adopters du principe de l'expérience patient. Ça, c'est la courage que le réseau a besoin. Merci. Denis, la main est levée. On a dépassé notre temps, mais il y a encore un noyau de personnes qui ne bougent pas. Donc, peut-être on peut se permettre la dernière question. Vous parlez beaucoup d'expérience patient, mais comment peut-on assurer l'expérience patient lorsqu'il y a une mauvaise expérience soignant? Parce que c'est la réalité en ce moment dans le réseau de la santé. On voit des gens qui sont dans des processus d'épuisement professionnel à des taux qu'on n'a jamais vus. Et donc, on ne vit pas une belle expérience soignant. Donc, un soignant qui ne vit pas une belle expérience ne peut pas offrir des soins de qualité. C'est impossible. Et donc, comment conjuguer ces problèmes-là? Il faut commencer par demander la question. Pourquoi? L'équipe de direction, l'équipe de gestion, jusqu'aux équipes terrain, doivent s'asseoir avec leur staff et commencer à faire du debriefing. Il faut faire je ne sais pas le mot en français, mais you gotta grieve. You gotta acknowledge. Moi, j'ai jamais rencontré dans mes proches à 20 ans dans le système de santé québécois quelqu'un qui est pas là pour les bonnes raisons. J'ai pas rencontré que ce soit les méchants médecins en privé, non, oublie ça. J'ai pas rencontré des médecins, des infirmières, des administrateurs. Tout le monde a choisi d'être dans ce domaine complexe pour faire du bien. Ils sont frustrés, ils sont déprimés, ils sont, acknowledge the emotion. Moi, le monde qui me connaît en mode projet savent que je suis émotif. C'est bon. On est des humains. Ça, c'est être humain. Acknowledge the emotion in the room. Let them yell, let them cry, let them frustrate, get it out. And then ask them, où est-ce qu'on peut commencer pour améliorer votre vie? Pour l'expérience patient. Parce que comment on enlève les égos de syndicats, les égos des administrateurs, les égos de direction, les égos... Focus sur, OK, fine. Oui, les médecins sont méchants. Oui, les infirmières sont... Whatever le problème est dans votre... Oui, OK, oui, c'est frustrant. Oui, les patients sont frustrés parce qu'ils ont entendu 12 heures. C'est pas leur faute. C'est notre faute d'avoir pas design un système qui livre. Parce qu'il y en a des urgences dans le monde où c'est 20 minutes pour voir le professionnel. OK? Et il y en a, ça existe. Nous, on voit 70 000 visites et on les voit avec une durée médiane de 30 minutes. Ça existe. Tu peux faire autrement. Et Sacha n'a pas fait l'exercice, mais les 5 why, il est épuisé, il est déprimé, il n'est pas... Pourquoi? Ça, c'est pourquoi j'ai dit le pourquoi. Pourquoi?
let's go. Pourquoi? Let's go. Dig in. Allez-y, tous Let's les go, étapes. dig Est-ce in. qu'il fait le bon job au bon moment? Est-ce qu'il fait les tâches qu'il est supposé de faire? Est-ce que les tâches qu'il fait sont aptes à être faites ailleurs par du monde qui ne sont pas lui? Est-ce qu'on peut alléger le système? Est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce qu'on peut... Toutes ces choses-là vont venir avec une analyse de 5 why, de aller au fond du problème, de comprendre le root cause avant que tu essayes de résoudre pourquoi un médecin est épuisé ou déprimé. Parce que les équipes qu'on a travaillé en amélioration continue, c'est pas une équipe de gestion dans un bureau fermé. Non, si je sais pas si je retourne à ça. Tu prends ton équipe qui est frustrée terrain. Et si l'établissement priorise cette activité pour 6 à 12 mois, que tout le monde va commencer à faire du debriefing terrain. Le bottom-up. Tout le monde, on dit tous on veut bottom-up. Le défi, ça, on le fait pas. On le fait pas. Arrêtons de dire on va le faire. Fais-le. Assis-toi. Et des fois, on doit dire les autres, moi, mes observations de la système, c'est le ministère a une nouvelle priorité. Tout le monde saute et on lâche. Non, ça aussi, les autres dirigeants doivent donner le temps pour que le monde gère. On peut pas toujours être en mode, OK, il y a une autre crise parce que quelqu'un veut quelque chose aujourd'hui ou hier. Et si j'étais retournant en Santé Québec, expérience patient, focus sur l'équipe de travail de débriefer, et ils vont avoir des solutions gratuites, qui vont sauver d'argent et vont ultimement améliorer l'expérience patient, qui ultimement va être une full circle back, la rétention de la personnel. Et on va arrêter de parler on manque de ressources dans le réseau. Je suis sceptique. Je sais que je vais avoir des daggers si je dis ça. Je suis sceptique qu'on manque de ressources. Je pense qu'on manque l'organisation. Merci. Merci, guys. Sorry. Philosophical. Merci à tous pour votre temps. Oui. Merci. On a complété la période de questions. Les gens continuent à laisser des messages et des remerciements dans le clavardage. Merci énormément pour cette présentation qui, je pense, on aurait pu poursuivre dans le temps. On avait certainement beaucoup de choses à aborder encore. J'en profite pour inviter ceux qui sont encore présents au prochain séminaire du 12 mars sur la paramédecine de régulation. Donc, comment optimiser la trajectoire de soins préhospitalières pour les clientèles non urgentes. Merci beaucoup. Merci à nos deux conférenciers. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, guys. Bye bye. Salut. Au revoir.